Je vous remercie d'être venu ce matin. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous et de travailler à la fois avec des collègues qui sont historiens, sociologues, etc., mais aussi avec des sages-femmes et des médecins, parce que je pense que l'échange entre les spécialistes théoriques et les spécialistes qui travaillent dans la pratique, c'est essentiel au travail. Ce matin, je vais parler surtout de textes français du XVIe et du XVIIe siècle. Et lorsque Marie-France m'a demandé cet été si je voulais participer au colloque, elle me parlait des sens. Je me suis dit, mais de quel sens est-ce qu'on n'a pas parlé? Sur quel sens est-ce que je n'ai pas travaillé? Je me suis poser un peu un défi. Et j'ai pensé à l'odorat, parce que je pense que c'est un sens qui est un peu négligé. Et donc, je me permets de détourner un tout petit peu le titre proposé pour le colloque. C'est un peu le nez ou l'outil dans cette petite communication que je vais vous faire. Alors, l'odorat n'est pas forcément le premier des 5 sens auxquels nous pensons pour comprendre les sens et les techniques autour de la naissance d'hier à aujourd'hui. Mais en nous interrogeant sur le rôle de l'odorat dans les accouchements, surtout du XVIe et XVIIe siècle, nous espérons éclaircir des éléments du choix entre l'outil et le nez ou le nez et l'outil. Et je commence par une observation de Denis Diderot dans la première édition de son encyclopédie en 1751, et cette observation se trouve sous la rubrique grossesse. J'ai changé un peu l'orthographe, vous avez l'orthographe moderne, mais sinon vous avez la citation exacte. Les odeurs, tant bonnes que mauvaises, peuvent être très pernicieuses aux femmes enceintes, en tant qu'elles peuvent nuire à la respiration en altérant les qualités de l'air ou qu'elles affectent le gendre nerveux. On a vu, selon ce que dit Pline, c'est-à-dire Pline du 1er siècle de notre ère, des femmes si délicates et si sensibles que l'odeur d'une chandelle mal éteinte leur a fait faire des fausses couches. Liébaud assure avoir observé un pareil effet qui peut être produit encore plus fréquemment par les vapeurs de charbon mal allumées. Morisseau rapporte une observation de cette espèce à l'égard d'une blanchisseuse. Il y a aussi bien des exemples des mauvais effets que produisent les parfums dans l'état de grossesse, surtout par rapport aux femmes sujettes aux suffocations hystériques. Cette notion que l'odeur d'une chandelle mal éteinte serait capable de provoquer une fausse couche circulait donc au moins depuis Pline l'Ancien, auteur au 1er siècle de notre ère. Elle se laissait également répéter par des médecins du XVIe siècle. Diderot a cité Jean Liébaud, qui est l'auteur d'un livre sur les maladies des femmes, qui circulait pendant tout un siècle, depuis la fin du XVIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et puis enfin François Morisseau, le grand accoucheur du XVIIe siècle. Or, les progrès scientifiques des 19e et 20e siècles ont certes discrédité beaucoup de telles croyances populaires. Et cependant, cette notion n'est peut-être pas fausse, car de nouvelles recherches récentes mettent en cause la toxicité des bougies parfumées, sans parler du fait que tout objet qui brûle dégage du monoxyde et remplace donc l'oxygène par le monoxyde dans nos cellules. De sorte qu'aujourd'hui, des femmes soucieuses d'éviter une fausse couche, craignent toujours l'odeur d'une chandelle mal éteinte ou allumée. J'ai voulu commencer cette communication par l'exemple pour souligner l'importance depuis toujours de l'odorat dans la médecine de la grossesse et de l'accouchement. Cependant, comme je l'ai dit, ce n'est pas le premier sens auquel on pense le plus souvent dans un contexte médical. Le toucher et la vue occupent et continuent à occuper le premier rang, comme nous le verrons dans d'autres communications. Mais sur un plan plus large, l'équilibre entre l'odorat et les autres sens semble avoir basculé au détriment de l'odorat depuis la première modernité, c'est-à-dire entre à peu près 1500 et 1800. Du moins, selon certains historiens, ce sont surtout des historiens anglophones que je vous cite ici, comme Mark Smith, qui a écrit un grand livre sur l'histoire des sens,
Constance Classen, également, qui a écrit sur l'essence dans l'histoire et les cultures, et Marc Jenner, historien de la médecine, qui a écrit un très bon article, Follow Your Nose, suivez votre nez, qui revoit le sens de l'odorat dans l'histoire. Alors, comment expliquer ce déclassement de l'odorat? Est-ce en raison de l'éloignement de notre habitat primitif, explication qui est proposée surtout par les anthropologistes? Ou est-ce la conséquence de certains changements sociaux majeurs, autre explication proposée par les historiens sociaux? Certes, dans les pays développés, nous espérons ne plus avoir besoin de faire attention aux consignes données par Morisot en 1681. La femme enceinte doit aussi éviter de faire sa demeure dans les rues étroites, pleines d'immondices, comme encore de se tenir proche des égouts de la ville ou des retraits, c'est-à-dire des toilettes de la maison. Ou bien, autre hypothèse pour ce déclassement de l'odorat, prônée cette fois-ci par les historiens des sciences et des techniques, les évolutions intellectuelles et technologiques qui ont promu la vue ont-elles relégué l'odorat à un rang inférieur? C'est une conjecture à laquelle nous reviendrons au cours de notre analyse. Je voudrais souligner d'emblée que l'influence que l'on attribue à l'odorat à toute époque dépend tout d'abord de la façon de comprendre l'anatomie, surtout l'anatomie du nez et le système nerveux, ou ce que nous appelons aujourd'hui la neurobiologie. Donc, pour apprécier à juste titre l'odorat comme outil de travail des sages-femmes, mais également des chirurgiens et des médecins de la première modernité, je me permets de faire l'esquisse rapide d'un système épistémologique qui ne fut remis en cause qu'à partir, très précisément, on le verra, à partir de 1660, mais sur un plan généralisé qu'à partir du XVIIIe siècle. Donc, je passe au nez, au cerveau et à l'odorat depuis l'Antiquité jusqu'au début du XVIIIe siècle. Depuis l'Antiquité, la grande majorité des hommes scientifiques et des hommes de l'art considéraient que les odeurs sont perçues ou ressenties par le cerveau. Le médecin, selon Hippocrate, doit être l'homme aux narines bien bouchées. C'était l'avis également de Galien et d'Avicenne. Les grands anatomistes de la Renaissance, comme Vézal, souscrivaient eux aussi à la même idée. Ils croyaient que les odeurs consistaient en vapeurs qui passaient directement au cerveau, le corps pouvant littéralement les incorporer. De surcroît, si ces vapeurs émanaient de l'utérus, dans le cas de la femme, elles étaient censées passer directement au cerveau. C'est la constatation de Jean Liébaud dans son premier livre sur la médecine des femmes à propos des maladies des jeunes filles. Et c'est ici un homme de l'art qui parle. Les vapeurs des mois retenues, élevées jusqu'au cerveau par les veines et les artères, quelquefois infectent tellement le cerveau de leur puanteur et malignité qu'elles rendent la femme stupide. En revanche, Liébaud pensait qu'une activité sexuelle modérée, je dois souligner modérée, chez une femme mariée pouvait se révéler bénéfique. Les fumées et les vapeurs qui montent au cerveau sont divertis et par ce moyen cessent les douleurs de tête. L'on considérait en revanche que le nez n'était qu'un véhicule servant à transmettre les vapeurs au cerveau, mais c'était néanmoins un véhicule précieux. Ce qui explique l'observation faite par Louise Bourgeois, dont Marie-France nous a déjà parlé, sage-femme de la reine Marie de Médicis et première sage-femme à se faire imprimer en Europe. Elle dit en 1609, dans son premier volume des Observations, qu'il ne faudrait pas faire serrer le nez d'un nouveau-né. Et elle se désole. Il semble à plusieurs personnes, c'est peut-être la famille qui entoure le petit enfant, le petit nouveau-né, que l'on peut former avec les mains la tête d'un enfant, comme si elle était de neige, et le nez de même. Quel danger!
Cette première conception de la façon dont les odeurs pénétraient ou circulaient dans le corps fut remise en cause en 1660 par un médecin allemand, Konrad Viktor Schneider, dans le deuxième volume de 5 tomes qu'il avait rédigé en latin sur les catarrhes. Grâce à des recherches anatomiques qu'il a menées sur la membrane pituaire qui tapisse les fosses nasales, il a démontré qu'aucun fluide ne peut tomber du cerveau dans les fosses nasales. Autrement dit, l'on finit lentement, comme toujours, par admettre que les odeurs ne se frayaient pas un passage en passant par le nez, ni même par un autre orifice comme le vagin, jusqu'à l'intérieur du cerveau. Cependant, jusqu'au XVIIIe siècle, la première conception du cerveau qui ressentait les odeurs constituait la base de toute idée sur l'odorat et sur le rôle thérapeutique ou nocif des odeurs dans la médecine. Donc c'est important pour comprendre les textes que je vais citer tout à l'heure. Il en découle plusieurs conséquences. Dans un premier temps, on croyait qu'à la différence des 4 autres sens, la perception des odeurs ne permettait pas de vérification matérielle. Ces odeurs subsistaient même si l'objet qui les avait dégagées était enlevé. Parmi les 5 sens, l'odorat occupait une place moyenne et ambiguë. L'odorat se situait entre les sens plus nobles, la vue et l'ouïe, qui ne nécessitait pas de contact avec l'objet perçu, et le toucher et le goût, qui étaient réduits, eux, au plan animalier, puisqu'ils dépendaient du contact. L'odorat seul percevait un objet à distance, mais dépendait néanmoins du contact qu'en ressentait directement le cerveau. Ce qui nous amène à poser la question suivante. L'odorat pouvait-il donc constituer un terrain de rencontre entre les activités de l'homme de l'art, qui dépendaient surtout de la vue, et celles de la sage-femme et du chirurgien, qui dépendaient également du toucher? Dans un deuxième temps, dans le cadre de la médecine humorale, on considérait les senteurs comme chaudes ou froides, sèches ou humides, selon les objets ou les personnes dont elles émanaient. Celle qui venait d'une femme en fleurs, c'est-à-dire une femme qui avait ses règles, était parmi les plus redoutées, car au moment de ses règles, la femme était censée être d'autant plus froide et humide, ce qui explique que selon Pline l'Ancien, et les médecins du XVIe et XVIIe siècle le répètent toujours, l'air empoisonné que dégageait une femme en fleurs pouvait faire avorter même des juments. Donc, éloignez votre femme en fleurs des juments. Les odeurs avaient, d'autre part, croyait-on, la capacité d'influencer ce qu'on appelait à cette époque les esprits vitaux, les amenant soit à s'avancer, soit à se reculer, notamment dans le cœur, ce qu'on appelait le grand esprit, et dans le cerveau, réglant le système névralgique, l'esprit animalier. Dans un troisième temps, il va de soi que selon une telle conception anatomique, pour remédier à certaines maladies, l'on devrait avoir recours à ce qu'on appelait des fumigations. Et vous voyez ici la belle illustration de la petite machine qui servait à la fumigation au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire pour les femmes, une opération consistant à introduire dans le vagin des vapeurs parfumées provenant de la brûlure de certaines plantes ou d'autres substances afin de purger l'utérus, pratique qui est revenue à la mode, surtout aux États-Unis, parmi les femmes de luxe et certaines femmes, par exemple, du cinéma américain. Ce traitement était, au XVIe, XVIIe siècle, très répandu et recommandé par tous les praticiens sous certaines conditions. Donc, ce n'était pas recommandé exclusivement par les sages-femmes, mais aussi par les hommes de l'art et les chirurgiens. Par exemple, Louise Bourgeois, la sage-femme du début du XVIIe siècle, préconisait des fumigations pour purger l'utérus, soit avant de concevoir un enfant, soit après l'accouchement. Je cite, « Souvent, des femmes sont fort sanguines et néanmoins, elles ne se purgent guère en accouchant ni après. » Donc, c'était considéré dangereux. La saignée du pied se peut faire aussi le matin
une fumigation qui nettoie la matrice et attire le sang, et ont déjà fait les autres remèdes de sirop, bouillon, clister auparavant. D'autant que qui les ferait avant que la matrice fût remise en sa place, il y aurait à craindre de la tirer trop en bas, mais 8 ou 10 jours après l'accouchement, il n'y a plus de danger. Il avait toujours la peur que l'utérus ne se déplace. Et en faire recevoir la fumée à la femme 2 ou 3 fois le jour. S'il y a du gros sang retenu dans la matrice, il sortira indubitablement. Alors, quel était le rôle de la grossesse dans l'accouchement de 1500 à 1700 ? Nous voulons dresser le bilan de la façon dont on parlait de l'odorat dans la médecine des femmes dans les premiers traités d'obstétrique imprimés en français en nous posant plusieurs questions. Quel rôle les praticiens, médecins, chirurgiens, sages-femmes accordaient-ils aux odeurs? Ces 3 groupes préconisaient-ils tous les mêmes traitements et donnaient-ils tous les mêmes conseils d'utilisation? Et des opérations telles la fumigation constituaient-elles un moyen d'éviter le passage à un accouchement instrumenté ou à des soins postnataux plus technisés? Je cite le très bel ouvrage de Robert Michamblet, qui est auteur d'une grande étude sur la civilisation des odeurs. Et lui estime que le sens olfactif, qui repose sur l'expérience acquise, est en principe binaire. Soit une bonne odeur nous amène vers le plaisir, soit une mauvaise odeur nous inspire la peur ou le dégoût, de sorte que nous en fuyons la source. Nous constatons donc que certaines odeurs étaient privilégiées, d'autres vivement déconseillées aux femmes enceintes ou en train d'accoucher. Pour le praticien, nous verrons que si ressentit une bonne ou surtout une mauvaise odeur, cela pouvait contribuer à la diagnostic. Et je vais commencer par les mauvaises odeurs. Nous nous penchons donc dans un premier temps sur ces mauvaises odeurs, somme toute plus simples à cerner et qui mènent à des observations plutôt homogènes de la part de tous les praticiens. Lorsqu'il s'agit de mauvaises odeurs provenant de la femme, celles-ci peuvent contribuer, parmi d'autres indications, à la diagnostic de la part de tout praticien, surtout lorsqu'un enfant est déjà mort dans le ventre de la mère, in utero. Et cette fois-ci, je cite Jacques Duval, homme de l'art du début du XVIIe siècle, qui est praticien à Rouen et qui a écrit un livre un peu bizarre où il s'agit des hermaphrodites, mais aussi des accouchements des femmes. Alors, lui dit que l'haleine de la mère est puante et fétide à raison des mauvaises et vicieuses exhalations qui s'élèvent du corps de l'enfant, qui étant mort se corrompt et descendent une humeur puante, fétide et cadavreuse des parties génitales de la mère. Pour Jacques Guillemot, chirurgien au tournant du XVIIe siècle, la même chose est vraie, et que de sa nature, la nature de la mère, il sortira une mauvaise odeur et son haleine soit puante. De même, Marguerite de la Marche, sage-femme du milieu du XVIIe siècle, qui a écrit une instruction familière et utile aux sages-femmes, sorte de catéchisme pour réussir ses examens de sage-femme. Et lorsqu'elle écrit son catéchisme aux sages-femmes apprenties, elle pose la question suivante. Comment connaissez-vous que l'enfant est mort dans la matrice? Et l'étudiante doit répondre en énumérant plusieurs signes de la mort fétale, dont ou quand l'haleine de la mère est puante, la face pâle et livide, causée par les vapeurs putrides qui s'élèvent de ce corps pourri. Morisot, pour sa part, l'accoucheur de la même époque, ne manque pas de signaler les humidités puantes et cadavéreuses qui sortent de la matrice après la mort du fœtus. Ces diagnostics sont d'autant plus importants à une époque où l'on privilégiait la naissance et le baptême d'un enfant vivant. Même une fois le fœtus mort, il s'agissait, comme nous venons de le voir, de l'expulser ou le retirer afin de sauver la mère.
Pour Morrissey, d'autre part, à l'ère de l'avènement des grands accoucheurs, et nous sommes maintenant au milieu du XVIIe siècle, le chirurgien devait également intervenir pour sauver la vie de la mère si le placenta ne s'était pas spontanément décollé. Alors que, comme nous le verrons, les sages-femmes prônent surtout l'emploi de médicaments et de remèdes pour éviter de passer à une délivrance technisée du placenta. Cependant, Morisot craignait surtout les relents qui proviennent lorsque le placenta est retenu pendant quelques jours après un accouchement, vidant par sa matrice des humidités noirâtres, plus fétides et plus puantes 6 fois que ne serait l'essence d'un retrait. Même lorsque l'extraction s'est accomplie, il constate ce que j'en tirais ainsi sentait si mauvais que plus de 2 jours après, il me semblait que ma main en avait encore une puante odeur, quoique je l'eusse lavé 3 ou 4 fois avec du vinaigre. Dans des cas moins graves, les mauvaises odeurs méritent néanmoins l'attention du corps médical. Jean Liébaud, homme de l'art, consacre tout un chapitre à la puanteur d'haleine chez la femme mariée, car, je cite, soit qu'elle provient de la bouche, du nez ou de l'estomac, elle donne l'occasion souvent de fois d'exciter divorce et séparation entre mari et femme. Chez une nourrice, d'autre part, les mauvaises odeurs sont redoutées par les hommes de l'art et les sages-femmes, puisqu'elles indiquent que son lait est d'une mauvaise qualité. Liébaud, homme de l'art, voulait que le nez soit d'odeur plaisante, non puant, non aigre, alors que Louise Bourgeois craignait que les mauvaises odeurs provenant de la nourrice ne rendent le nourrisson malade. Il faut savoir si son nez ne sent point, car la moindre senteur forte provenant du nez ou de la bouche de la nourrice gâte tellement les poumons d'un enfant que fait la vapeur des boues ou d'un retrait. Pourtant, le revers de la médaille voulait que dans la médecine générale, les mauvaises odeurs qui provenaient non pas de la mère ou de la nourrice, mais des choses extérieures, puissent avoir parfois une valeur thérapeutique. Elles servaient notamment à l'expulsion soit d'un placenta qui ne s'est pas spontanément décollé de l'utérus, soit d'un enfant mort dans le ventre de la mère. Bourgeois, qui dit n'avoir eu recours à l'extraction manuelle du placenta que 2 fois sur 2000 accouchements, préconise les odeurs qui provoquent des nausées pour le faire sortir. Ce qu'il faut faire si le placenta ne sort pas spontanément, c'est de faire sentir aux mères du jet en poudre brûlé dans un réchaud ou de l'huile de jet ou un morceau d'asafoetida, vous voyez la plante là, ou du rognon de castor. Selon Bourgeois, avec un peu de patience, de tels remèdes permettront au placenta de se décoller. En revanche, elle fustige, je cite, les chirurgiens qui accouchent les femmes. Nous sommes là au début du XVIIe siècle, ça commence à Paris, et ces chirurgiens qui s'empressent de retirer le placenta de force, risquant de le rompre et de laisser des morceaux dans l'utérus. Dans ce cas-ci, la sage-femme se sert donc de l'odorat pour éviter un accouchement plus technisé. Par ailleurs, Guillemot, chirurgien expérimenté, actif à la même époque et dans le même contexte social à Paris que Louise Bourgeois, dit avoir accouché quelques 500 femmes pendant les 40 ans de sa carrière. Lui conseille aussi le recours au même genre de remèdes thérapeutiques avant de devoir passer à une extraction manuelle. Donc c'est un chirurgien qui préfère éviter de passer à la main. Il faut faire sentir à la main des choses puantes, comme quelques savates brûlées, on les trouve peut-être facilement dans n'importe quelle maison, des plumes de perdrix, de l'asafoetida encore une fois, la rue ou l'huile de jet. Et tout homme de l'art ne méprise pas non plus la valeur thérapeutique des odeurs nauséabondes. Pour Jean Liébaud, c'est précisément un des moyens d'expulser un enfant mort dans le ventre pour éviter le recours à une intervention chirurgicale. Je cite, l'on dit que le parfum d'ongle d'âne, donc si vous avez un âne dans la course, ça peut servir également, fait à la matrice, quoi qu'il soit puant, délivrer la matrice du fœtus.
Liébaud ne se résigne au besoin de, je cite, se servir de la main du chirurgien qu'au bout de toute une liste de remèdes thérapeutiques, fomentation, clister, PCR, emplâtre, odeur et autres. Et si ça ne marche pas à ce moment-là, il faut faire appel au chirurgien. Notons toutefois que les odeurs fortes sont employées avec précaution, tout comme les drogues fortes, que le chirurgien Quai Morisseau dénonce puisque ces drogues sont chaudes et purgatives et entraînent d'autres problèmes ou, selon lui, celles qui sont moins fortes risquent d'être des remèdes de charlatans et inutiles. Jacques Duval, homme de l'art à Rouen au début du XVIIe siècle, prend pour sa part une position plus nuancée. Il se contente de remarquer que si l'on ajoute 1 ou 2 grains de civette dans l'emplâtre qu'on avait l'habitude de mettre sur le ventre d'une femme qui venait d'accoucher pour la soulager, il faudrait prendre garde que l'odeur n'en gagne les narines. C'est-à-dire qu'il faut que les odeurs les plus fortes n'imprègnent qu'une seule partie du corps, dans ce cas-ci le ventre, sans remonter par les narines jusqu'au cerveau de la femme, qui est censé être plus faible que l'homme et affaibli davantage par l'enfantement tout récent. En effet, les parfums issus de glandes sexuelles animales, telles la civette, étaient fort prisés pour leur qualité érotique à la Renaissance. Mais elles devaient se voir remplacées au cours du XVIIe siècle par des senteurs plus légères provenant surtout des fleurs, des fruits à écorce et des épices, ce qui nous amène heureusement à l'emploi des bonnes odeurs. Si les praticiens craignaient les mauvaises odeurs provenant de la mer comme signe dangereux, voire néfaste, et pas moins souvent des bonnes odeurs dans tous les traités où j'ai fait la recherche. Est-ce qu'en Montaigne, et puisqu'on est à Bordeaux, je pense qu'il faut, en bon 16e, c'était Montaigne dans sa ville, qui a écrit un chapitre consacré aux senteurs, petit chapitre. Et Montaigne estimait que la commune façon des corps et la meilleure condition qu'ils aient, c'est d'être exempts de senteurs. Alors, est-ce la même chose chez les praticiens? C'est sans doute le cas chez Morisseau, qui conseille à la femme enceinte d'éviter les parfums trop forts, quoi qu'il soit d'odeur agréable. Elle tâcherait de résider en un air exempt de toutes ces choses. Nous avons relevé néanmoins quelques remarques sur les bonnes odeurs naturelles chez la femme, soit dans le contexte de l'allaitement, soit en parlant de sa fertilité. Ainsi, Jean Liébaud opine que la bonne semence de la femme, on croyait que la femme avait une semence qui ajoutait à la formation de l'embryon, que la bonne semence de la femme aura l'odeur des fleurs, de palmes ou de suzeau, c'est-à-dire sureau, alentour de laquelle les mouches voltigent joyeusement. Quant aux odeurs provenant d'une source extérieure, toutes ne sont pas à fuir ou employées seulement pour éviter un remède chirurgical encore plus à craindre. À l'ère contemporaine, nous savons que l'emploi d'huiles essentielles sous forme de massage peut offrir une aide olfactothérapique lors d'un accouchement si la mère souhaite éviter les interventions techniques ou les médicaments synthétiques. Et je cite ici une étude qui a été faite par des sages-femmes britanniques surtout, dont Ethel Burns, qui est sage-femme à Oxford, avec qui j'en ai parlé, An Investigation into the Use of Aromatherapy in Intrapartum Midwifery Practice. Donc, ils ont voulu voir si l'aromathérapie pouvait apporter quelque chose aux accouchements. Et en fait, c'était une étude qui s'est révélée positive. Le recours à certains arômes ou parfums pour soulager la mère, stimuler un travail trop laborieux, ou bien pour qu'elle se remette après l'accouchement, remonte à l'Antiquité. Se poursuit au Moyen-Âge et pendant la première modernité, même si la mode oscille entre les anciens parfums, comme on a vu, de source animale, et les nouveaux parfums plus légers provenant surtout des plantes et des fruits. Certes, des plantes aromatiques agréables figurent dans 1000 recettes, qu'il s'agisse de décoction, fumigation, cataplasme, emplâtre, fomentation ou clister. Tout auteur, homme de l'art, chirurgien, sage-femme en cite.
Pour Jacques Guillemot, chirurgien par exemple, la femme profitera d'une fomentation pendant les 8 jours après l'accouchement en recevant un tel parfum par les parties basses ou en subissant une fumigation. Mais nous avons relevé d'autre part plusieurs cas où l'auteur conseille à la femme de ressentir telle substance sous sa forme plus simple. Jean Liébaud préconisait l'usage et l'odorat du vin, vinaigre et les choses de bonne senteur en cas de nausée. Et chose qui choquerait, je pense, toute maternité contemporaine, François Morisseau, accoucheur du XVIIe siècle, voulait que si le nouveau-né se montrait faible, les sages-femmes lui soufflent aussi à la bouche ou au nez un peu de vin, comme il est dit, afin qu'il puisse savourer, en sentir l'odeur qui ne lui peut nuire. On se rend compte qu'on observe une médiocrité à la chose. Et c'est en fait ce que Louise Bourgeois a dû faire à la naissance du dauphin en 1601. Et le dauphin a survécu. Pourtant, même les odeurs les plus agréables ne sont pas toujours recommandées. Pour Guillemot, en tant que chirurgien, elles sont proscrites lors d'un accouchement difficile. Et c'est intéressant les raisons pourquoi. Les bonnes odeurs, selon lui, comme le musc, ambre, civette, que la parturiente peut avoir près d'elle, dont la vapeur et odeur peut être portée à son nez, retardent l'accouchement, attendu qu'elles attirent et font monter la matrice en eau. La matrice est censée suivre l'odeur et donc monter en eau, alors que dans un accouchement, la matrice devrait descendre en bas, selon les croyances à cette époque. S'il y en a d'ailleurs que certains praticiens reconnaissaient que l'appréciation du même odeur peut varier selon l'individu. Et cette fois-ci, je cite une sage-femme, Marguerite de la Marche, au milieu du XVIIe siècle, qui préconise un cataplasme avec de l'huile rosa, si le lait de la mère ou de la nourrice est, comme elle le dit, engrumelé, donc mauvais. Mais elle constate qu'il se rencontre des femmes à qui l'odeur des roses fait mal. Pour celles-ci, il vaudrait mieux, selon elle, se servir d'un liniment d'huile de camomille ou de lys. On imagine toute une boutique avec les roses, le camomille, les lys. Donc, la conclusion. Pour la médecine des femmes, fertilité, grossesse, accouchement, allaitement, l'odorat fut certes moins primordial que le toucher ou la vue. Néanmoins, il représentait un outil de travail complémentaire des autres sens, soit d'abord au niveau de la diagnostic, soit dans la panoplie de remèdes thérapeutiques, un peu plus souvent employés par les sages-femmes que par les hommes de l'art, et un peu moins souvent par les chirurgiens que même par les hommes de l'art peut-être, et surtout à partir de Morisseau et l'ère des grands accoucheurs. Mais avant cette époque, et en dehors des grandes villes, et je pense que c'est un peu ce que M. Gély nous a montré dans toutes ses études, les choses ne sont pas les mêmes partout en France. Dans certains cas, l'odorat permettait à la femme de ne pas subir une invention technique beaucoup plus dangereuse, pariant qu'elle a dû accepter une senteur, même nauséabonde, pour ne pas pâcher au crochet ou au fer, tellement redouté. Merci.